ne compte pas au-delà de 60, qu'est-ce que je fais? À côté de ça, j'ai un élève qui compte jusqu'à 1000 et on est dans la même classe. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, il faut bien mettre en place un tas de stratégies pour que déjà que l'élève qui compte jusqu'à 60 puisse évoluer et que l'élève qui compte jusqu'à 1000 continue à évoluer et qu'on va lui mettre, enfin, on va lui donner cette confiance pour pouvoir aller au-delà de ça. Alors, on met en place des stratégies complètement différentes. Celles-ci, elles nous appartiennent, elles appartiennent, j'oserais dire, au collège de Guise. Chaque enseignant est différent et chaque enseignant, j'oserais dire, voit midi à sa porte. Donc, je donne un exemple concret. Pour mes troisièmes, il y a quelques années, jamais je n'ai abordé, par exemple, Pythagore. Le théorème de Pythagore, moi, c'était rayé. On ne l'abordait même pas. Mais aujourd'hui, moi, Pythagore, je le fais avec mes troisièmes. Comment je le fais? Je sors mes Lego, déjà, parce que dans Pythagore, avec les Lego, vous pouvez leur apprendre Pythagore. Donc on a tout un chemin que l'on fait avec. Mais je leur dis pas le joli mot de Pythagore avant. Non, non, non. On construit, on fait des choses. Et après, je leur dis, voilà, ce que vous avez fait là, c'est le théorème de Pythagore. Et je leur prends le livre de troisième et je leur montre. Et là, ils sont scotchés. Bah oui, vous savez faire. Simplement, on a pris d'autres moyens. On a pris des outils. On a pris, comment je veux dire, on prend le temps aussi. Et je leur dis aussi, quand je fais un contrôle avec eux, c'est la seule chose que je ne les pénalise pas, le temps. J'ai des élèves qui peuvent faire un contrôle en 1 heure de temps, et j'en ai qui ont besoin de 2 heures, de 2 heures et demie. Eh bien ça, c'est pas grave. Et ça, c'est une grande découverte pour eux aussi, de voir qu'au niveau du collège, on leur donne le temps de faire. Pour mes collègues qui sont, pour mes collègues, pour les autres matières, exemple, je ne sais pas, SVT, eh bien, ils vont commencer leur évaluation avec le professeur comme les autres et l'aide de l'AVS. Ce n'est pas terminé, c'est pas grave. On plie les feuilles, l'AVS redescend avec les feuilles, et puis à un moment donné dans la journée ou le lendemain ou surlendemain, on leur laisse à nouveau ce temps pour continuer l'évaluation. On ne veut pas les mettre en situation d'échec. Leur dire tu as 10 minutes, c'est leur mettre une situation d'échec d'office. Lui dire tu as le temps de, déjà ça les rassure et ils sont détendus. Aujourd'hui, j'aborde aussi les nombres relatifs, positifs et négatifs. Comment je l'aborde? Avec une grenouille. Ah, ça les fait rire. Mais n'empêche que ma grenouille qui monte et qui descend sur son escalier et il y a le point rouge en plein milieu, croyez-moi que ça, ils le retiennent. Ça, c'est primordial. Par contre, je fais un cours classique, nombre relatif, nombre négatif, sans ma grenouille, ça leur passe très, très, très loin, on va dire. Voilà. Et ça, c'est important pour tout ce qui est enfants en situation de handicap, les enfants 10, primordial. Il faut manipuler. On est capable de manipuler avec plein de choses. On peut faire plein de choses avec la manipulation. Alors moi, je leur dis toujours en souriant. Alors déjà, quand ils arrivent en 6e, quand je leur demande de compter, ils ont les mains derrière le dos, comme ça, et ils attendent. Et je leur dis, non, mais t'as des doigts, il faut t'en servir. Puis après, pour les faire rire, je leur dis, t'as pas assez tes doigts, prends tes doigts de pied. Ça les fait sourire. Puis je leur dis toujours, t'as pas assez tes doigts de pied, on sort la calculatrice. Parce que c'est pas parce qu'on est dyscalculie qu'on n'est pas capable de calculer. On prend la calculatrice, c'est pas grave. Ils ont compris le sens. Ils ont compris que dans le problème, il fallait multiplier, il fallait diviser. Voilà. Hier, avec mes troisièmes, on a abordé pi. Eh oui, on est en Ulysse et on aborde pi. Et pourtant, moi, la classe de troisième, ce sont des DI. Mais on le fait. Mais on le fait autrement. Et on le fait aussi grâce à la calculatrice. Il faut les encourager. Il faut les encourager à la moindre évolution positive. Ça, c'est primordial. Il faut arrêter de leur dire « tu es nul, tu as eu un 0, tu as eu un 3 ». Tu as eu un 3, ben c'est pas grave. Moi, il n'empêche que tu as eu 3 points. Mais on va partir de ces 3 points-là. Et on va partir de ces 3 points-là et on va dédramatiser. On va revoir avec lui, on va lui expliquer ce qui a été, partir toujours de ce qui a été. C'est primordial. Positiver tout de suite. Ok. Eh bien, le prochain contrôle, ben, tu auras peut-être 5,
n'empêche que tu auras 2 points de plus. Et voilà, il faut vraiment dédramatiser, c'est la question, enfin c'est la chose la plus importante chez ces enfants-là. Il faut créer aussi un climat de confiance, un climat propice aussi aux apprentissages. Si vous arrivez en classe, je dirais que même nous, enseignants, on est énervés, ils le ressentent tout de suite. Ils le ressentent et de toute façon, ça ne fonctionne pas. C'est des enfants qui ont besoin de calme et qui ont besoin de souffler aussi. Voilà. Pour les cours, pour les élèves, la présentation d'un document, pareil, pour ces élèves-là, elle est primordiale. Il ne suffit pas, parce que c'est souvent ce que j'entends, et ça m'agace. Ah, pourtant, je lui ai agrandi le document en A3. C'est pas ça qu'on demande. C'est pas d'agrandir en A3 ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est de structurer le document. Un élève 10 a besoin, que ce soit un élève 10 ou DI, c'est pareil. On ne fait pas un document avec 2 colonnes. Jamais. Son œil ne s'arrête pas à la colonne. Son œil fait ça jusqu'au bout de la feuille. Donc automatiquement, eh bien, il est perdu dans sa lecture et il ne sait pas. Moi, je leur fais des exercices. Quelquefois, je leur dis, vous savez, ah oui, on a un exercice, on a un contrôle, il y a 4 pages. Vous me connaissez. Mais il y a un exercice par page, ou 2, suivant ce que je fais, on va dire. Ça, c'est primordial. La présentation, elle est primordiale. Vous pouvez leur montrer le même exercice présenté sur 2 documents différents. Le premier, ils sont incapables de le faire parce qu'ils ne savent pas repérer les informations. Le deuxième, présenté d'une façon ligne par ligne, information par information. Je donne un exemple. Vous avez un problème. On vous raconte une belle phrase dans le problème et on vous donne plein d'informations. Ils ne savent pas le faire. Vous prenez le même problème, mais vraiment le même. Vous donnez la première information et vous faites petit 1, je calcule ça. Petit 2, je calcule ça. Petit 3, tu fais ça. Et bien à la fin, ils savent le faire. Parce qu'on les a guidés juste étape par étape. Et ça, c'est pareil, c'est primordial pour faire avancer un enfant, qu'il soit 10 ou DI. Clarté égale réussite. C'est tout à fait ça. Plus le document est clair, plus ils réussissent. Il est impératif aussi de mettre des informations importantes en couleur. Il faut que d'un seul coup d'œil, ils puissent repérer l'information dans le document. Ça, c'est pareil. Alors, trop de couleurs tue la couleur. Je tiens à le préciser aussi. On n'est pas là pour faire quelque chose de coloré, enfin voilà. Mais d'arriver à donner tout ce qui est, en fin de compte, toutes les choses importantes qu'on veut leur faire passer. Il faut que de cet œil, qui a tendance à partir dans tous les sens, qu'ils puissent se concentrer en disant « Ah, ça c'est important ». Et puis c'est pareil, en début d'année, on met en place des codes. Donc ils le savent. Suivant l'enseignant, si ça j'ai mis en rouge, parce que ça veut dire ça. Et ils savent que, ah, il y a du rouge, il faut que j'aille voir ce qui est marqué en rouge. Parce que ça c'est important. Alors oui, dans le dispositif Ulysse, on consomme beaucoup de papier. Ça c'est clair. Croyez-moi que de temps en temps, je me suis appelée au bureau concernant ma consommation de papier et ma consommation d'encre. Mais tant pis. Je saurais dire, je prends sur moi et je me dis, derrière ça, j'ai des élèves qui réussissent. Et c'est la seule chose qui est importante pour moi. Alors, je précise aussi que pour les élèves qui ont un ordinateur à la maison, alors je voudrais revenir à ce que monsieur avait dit ce matin, ça m'a fait un petit peu sourire, et agréablement sourire, je dis parce que voilà, l'éducation nationale, lui, quand vous avez fait votre dossier MDPH, vous êtes content, votre enfant est enfin reconnu 10. Ah, vous êtes content, vous dites tout va changer. Ben non, il n'y a rien qui change. Vous avez juste un joli diagnostic, vous ressentez avec votre ordinateur, votre gamin dans votre main, et qu'est-ce que je fais? Et voilà. Alors, je voudrais juste revenir sur une petite phrase. Il a dit, l'ordinateur est vide. Alors, non, l'ordinateur n'est pas vide. C'est pire que ça. Ils leur mettent tous les logiciels dedans, zéro formation. Zéro. Alors moi, je peux le dire, j'ai eu le cas avec une élève que je connais bien, Emmanuelle. Je me suis rendu compte qu'elle avait plein de logiciels dans son ordinateur. On ne savait pas quoi en faire. Même nous, enseignants, on n'a pas de formation sur ça.
Et pire encore, sur la formation des enseignants, je vais donner l'exemple très concret de l'année dernière. Donc, dans le dispositif Ulysse, nous avons un certain nombre d'AVS, dont des AVS depuis l'année dernière qui font partie de ce qu'on appelle du PIAL, hein, qui est encore autre chose, on va dire. Enfin, pas autre chose, mais qui vient compléter les AVS du dispositif Ulysse. Et donc, ces jeunes dames, elles ont eu le droit à la formation pour justement se servir de ces logiciels-là. Et nos AVS du dispositif Ulysse qui sont dans le même établissement et qui travaillent, parce que nous travaillons tous ensemble, elles n'ont pas eu le droit. J'ai essayé, hein, je suis allée au bureau, j'ai demandé, j'ai dit, mais c'est hallucinant, enfin je dis, il faut mettre tout le monde ensemble. Même nous les enseignants, enfin les enseignants, je m'entends, du dispositif Ulysse, on aurait été contents au moins de faire 1 heure et de voir dans les grandes lignes tout ce qu'il y avait. Et non, c'était réservé AVS PIAL. Voilà, donc mes AVS Ulysse, elles n'ont pas eu le droit à cette jolie formation avec l'ordinateur et puis le gamin de l'autre côté. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. Alors, donc voilà, les élèves sont dotés d'un ordinateur. Il faut penser aussi que le soir, quand on arrive à la maison, quand on est parent, eh bien, il faut imprimer les cours. Parce qu'on n'apprend pas sur un ordinateur. Ça, c'est l'expérience qui parle. C'est pas possible. L'ordinateur, il est là vraiment pour clarifier les choses, pour que ça aille plus vite pour du copier, ça c'est primordial. Mais par contre, on imprime et on colle sur le cahier, comme les autres élèves. Parce que quand l'enseignant donne d'autres documents qui doivent être intercalés dans les cours, il faut que lui aussi, cet enfant, puisse suivre et suivre le même procédé. Parce que quand on va lui dire, si, dans ton cahier, et lui c'est dans l'ordinateur, non, c'est dans le cahier, mais c'est trop, c'est de trop. Quand l'enseignant n'a pas besoin de copier et qu'on suit un cours sur le cahier, au moins lui, il a le cours, de l'ordinateur sur son cahier. Alors, nous, c'est vrai qu'on a, depuis l'année dernière, on a justement ensuite comment je voudrais dire, une facture très conséquente de papier et surtout d'encre. Et c'est pas à vous que je vais vous dire que l'encre n'est pas chère. On a investi dans une autre type d'imprimante et je vous en parlerai après. Et cette imprimante, elle est donc en couleur et elle est installée entre nos 2 salles. C'est-à-dire qu'entre mon collègue et moi, on a une petite salle, en fin de compte, ce qu'on appelle une salle de repos, et on a installé cette imprimante entre nos 2 salles, ce qui nous permet à nous, en tout cas, d'imprimer en direct. Et ce qui permet aussi aux AVS, dès qu'elles ont besoin d'imprimer quelque chose, de pouvoir descendre dans la classe et de pouvoir le faire tout de suite. Alors, et ça, les documents, pour ce que je disais tout à l'heure, les documents qui sont imprimés en couleur facilitent leur lecture. Ça, c'est important. Alors, cette année, au collège de Guise, on accueille 26 élèves qui sont répartis sur 4 niveaux et en 6 divisions. Nous pouvons avoir dans la même salle, c'est-à-dire sur un cours de maths ou un cours de français, on peut avoir de 4 à 13 élèves en même temps, avec des niveaux différents. Sans oublier qu'il existe déjà un très grand écart de compétences entre les élèves de même niveau. Donc, c'est-à-dire que oui, on peut avoir des élèves de 4e, actuellement j'en ai une dizaine au total de 4e, quand on les a en même temps, on peut être obligé de faire 3 cours différents. Et ça, il faut arriver à s'adapter, et c'est certainement la chose la plus difficile à faire. Sans oublier que ceux qui avancent, il faut les faire avancer, et ceux qui n'avancent plus, il faut aller les rechercher et les remettre, on va dire, sur les rails. La plus grande difficulté tient au fait qu'il faut créer une dynamique de groupe et mettre en œuvre des projets fédérateurs. Alors même que l'ensemble des élèves du dispositif n'est pas forcément présent en même temps. Alors, je prends l'exemple de mon collègue. Moi, j'ai moins ce problème-là cette année. Mon collègue, cette année, il se retrouve avec des groupes 6e, 3e en même temps. Allez-y, faites le cours. 6e, 3e. Ça n'a choqué personne. Hein. Je vous dis, dans notre établissement, à part nous. Hein. On a fait des bancs de 15 mètres. Alors, pareil, jusqu'à présent, le rôle du coordinateur, donc du dispositif Ulysse, c'est en début d'année, on part des emplois du temps des enfants, on fait les emplois du temps de nos AVS, et nous, en dernier, on se fait notre emploi du temps en dernier. C'est-à-dire qu'on essaye d'aligner le maximum, que les AVS aient un vrai suivi dans les cours, un vrai suivi avec les élèves. Si elles font histoire, on essaye qu'elles aient les 3 heures d'histoire avec le même groupe. Qu'elles ne fassent pas le même niveau, c'est pas grave. On n'a pas attribué une AVS par niveau, mais on a essayé d'attribuer une AVS on va dire par matière, voilà, pour qu'elle puisse suivre. Sauf que cette année,
le PIAL étant rentré en vigueur dans l'établissement. L'année dernière, c'était, on va dire, non pas à titre d'essai, mais enfin on était précurseur du PIAL. Conclusion d'histoire, cette année, on est arrivé, on avait tous nos emplois du temps de fait, y compris ceux de mes AVS, y compris les nôtres. On n'a pas eu le droit de faire quoi que ce soit. Pourquoi, je ne sais pas, puisque ça fait partie de notre rôle, on ne sait pas. Mais il n'empêche que là, on en voit les conséquences. Parce que quand vous mettez tout ça dans une machine, elle vous sort un bel emploi du temps, mais c'est une machine qui le fait. Et la machine, elle ne voit pas que là, il y a 2 heures, et là, il y a 2 heures, et puis qu'il y a un prof de français qui est en train de faire des 6e avec des 3e en même temps. Alors, on nous a répondu, oui, on vous a mis une AVS en même temps. L'AVS, c'est pas marqué faiseuse de miracles. Hein. Je veux dire, elle fait tout ce qu'elle peut, mais à un moment donné, elle n'a que 2 bras, une seule tête et 2 cerveaux, j'oserais dire. Voilà. Donc ça, c'est pareil des anomalies qu'on rencontre cette année. De toute façon, quand on est dans un dispositif, on va dire, comme le nôtre, on se bat souvent. Et on se bat très souvent. Pour plein de choses. Pour faire avancer nos élèves. Pour faire avancer nos élèves aussi par rapport aux collègues. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a nous dans le dispositif Ulysse, mais il y a les collègues à côté. Et les collègues, ils ont, cette année, pour certains, 28, 30 élèves dans leur classe. Et cette année, on nous a fait aussi quelque chose d'extraordinaire. On nous a mis 8 élèves du dispositif Ulysse dans la même classe. Imaginez-vous le collègue, madame regarde avec des gros yeux, voilà, imaginez-vous la collègue ou le collègue qui a les élèves, exemple SVT, où il doit pratiquer. Alors oui, on lui a mis une AVS, une pauvre dame. Partout elle est, en même temps. Elle va partout. Voilà. Et ça fait partie des choses que, à la fin de l'année, on va se battre parce qu'on a dit une année, mais il n'y aura pas 2. Il n'y aura pas 2, ça c'est clair. Alors la différence fondamentale entre la classe ordinaire et l'Ulysse, c'est qu'à chaque élève, on a un projet personnalisé de scolarisation. C'est à partir de ces besoins de chaque élève que les apprentissages sont mis en œuvre. Alors la majorité de nos élèves sont orientés vers un CAP. Ce CAP est choisi grâce aux stages qu'ils font à partir de la 4e. C'est-à-dire que en 4e, ils ont droit à une semaine fois 2 dans l'année à faire des stages. Et en 3e, ils en font 2. Ils en font 2 fois 2 semaines. Alors, moi, je leur dis toujours, quand on attaque la période de stage, et c'est la première chose que je leur dis, vous avez le droit d'aller en stage, et vous avez le droit de me dire, oh, Madame Panico, mais c'était horrible, ça ne m'a pas plu. Eh bien, ça, on a le droit de me le dire. Parce qu'on va partir de tout ce qui ne t'a pas plu, et une fois de plus, on dédramatise, on part de tout ce qui n'a pas plu, et on va repérer, nous, voilà, adultes, la petite chose qui a plu dans le stage, et lui dire, ah, mais ça, tu as aimé. Je vais prendre un exemple très concret. Un élève en 6e, il y a quelques années de ça, il est arrivé, il voulait faire que coiffeur. Oh, c'était, je veux être coiffeur, je vais être coiffeur. Très bien, mon garçon, on y va. Je ne vous raconte pas, premier stage. Ah ben il est revenu, il m'a dit, Madame Panico, coiffure. C'est bien quand j'y vais moi, mais alors ça ne... Voilà, ça ne lui a pas plu. Alors qu'est-ce qui t'a plu dedans? Ah, mais moi j'ai bien aimé quand j'ai accueilli les gens. Ah, tu sais qu'il y a des métiers qui s'appellent par exemple la vente. Ah oui, mais, ouais, mais finalement, le 2e stage, j'aimerais bien essayer la pâtisserie. Oh, on y va, on cherche un pâtissier. Il fait son stage en pâtisserie. Ah, à chaque fois, il a réussi merveilleusement bien ses stages. Hein. J'ai jamais eu de soucis. Par contre, il m'a dit, ouais, mais la pâtisserie, il m'a dit, moi j'aime bien faire les gâteaux à la maison avec maman. Mais alors, me lever à 6h du matin, et encore, c'était en stage, donc me lever à 5h pour être chez le pâtissier à 6h du matin. Ok, qu'est-ce que tu as aimé à la pâtisserie? Et on en revient à ça. Ah, moi j'ai bien aimé quand on allait vendre les gâteaux. Tiens donc, une 2e fois on entend parler de vente. Et finalement, en 3e, il a fait un stage de vente. C'est un élève aujourd'hui qui a eu un parcours, j'oserais dire, extraordinaire, et c'est pour ça que je le prends en exemple, et ce n'est pas le seul, mais c'est en tout cas, ça a été mon premier exemple là. Il a aujourd'hui un premier CAP, il a fait donc en vente, il a fait un bac pro, ensuite. Ensuite, il a trouvé que c'était pas suffisant et il manquait un peu de maturité, on va dire. Il a fait
il est repassé, enfin il a voulu faire un CAP il a voulu reprendre un CAP, excusez-moi, en restauration. Il a refait un bac pro. Tout ça, alors tout ça rétréci puisqu'il avait déjà un bac, tout ça, donc tout ça chaque fois on a un an. Puis il a été, alors j'oserais dire, au début je suis super contente avec lui parce que voilà, c'est des enfants quand même qui nous donnent toujours des contacts, qui nous expliquent leurs évolutions. Et c'est ça super. Et Covid arrivant, il a été licencié, il a fait partie de tous les gens licenciés de chez Mickey. Il ne s'est même pas découragé. En début, il m'a dit, il m'a discuté avec faire. Il dit finalement, il me dit, j'ai repris un bac pro. Et puis, bac pro commerce en main. Voilà. Et c'est des élèves qui réussissent. C'est aussi grâce aux parents, je tiens à le dire. C'est primordial. Si on peut associer, c'est une réussite d'avance. Si on n'a pas les parents, que les parents, je vais dire, s'en fichent, voilà, ça avance quand même moins vite et ça avance moins bien, il faut le reconnaître. Un deuxième exemple, Fabien, il était passionné par l'horticulture. Alors vous voyez, on a Guise, donc on est de la Thiérache, je tiens à le préciser. Fabien, lui, c'était l'horticulture. CAP horticulture, vous savez où c'est? La Ferté-Nilon. Je ne raconte pas la route. Ben, c'est des parents qui n'ont pas lâché. C'est des parents qui ont conduit leurs fils, qui sont allés chercher tous les lundis, tous les vendredis, qui travaillaient, hein, des parents qui travaillent, hein, je tiens à le dire, hein, voilà, qui se sont organisés, qui se sont battus. Et le gamin, aujourd'hui, diplômé. Et 2 fois, parce que ça veut dire que c'est des gamins qui ont fait un CAP et qui ont continué après. Voilà, extraordinaire. De toute façon, un élève 10, un élève qui a une déficience intellectuelle, on va dire son avenir va fonctionner à partir du moment où on lui laisse le choix, c'est-à-dire qu'on le laisse partir dans sa voie, et pas la voie de l'enseignant. Pas la voix des parents, parce que les autres ont choisi pour lui. Il veut être pâtissier, mais laissez-le partir en pâtisserie. On a des établissements qui le font, qui accueillent des enfants 10, qui accueillent des enfants en situation de handicap. Laissez-le partir, il va réussir. Parce qu'il va faire quelque chose qu'il aime. Voilà. S'il veut partir sur un enfant 10, veut partir en général, en seconde générale, laissez-le partir en seconde générale. Il va se planter. Et alors, il va se rendre compte, là, qu'en effet, c'est beaucoup trop difficile. Et que finalement, faire un bac et faire un bac pro, ce n'est pas quelque chose de décevant. Alors, il y a aussi des choses qui se disent entre élèves. Oh, tu fasses un CAP, tu es un nul. Mais ça, on l'entend. Hein. Si tu as un CAP, ben, c'est que tu ne sais rien faire. Tu passes un bac pro, c'est même pas un vrai bac. Ça, je l'ai entendu aussi. Hein. C'est pas un vrai bac, un bac pro. Voilà, qu'on m'explique. Hein. Moi, je n'ai pas encore compris trouvé la solution. Ce n'était pas un vrai bac. Ben si, c'est un vrai bac. Et il y a des enfants qui réussissent comme ça. Par rapport à tout ça, je voulais dire que dans cette intervention, j'avais une double casquette. Je suis donc enseignante spécialisée, mais avant d'être enseignante spécialisée, je suis aussi une maman. Et je suis une maman d'un enfant dyspraxie visuospatiale qui a aujourd'hui 24 ans. Alors, je vais vous en parler parce que, en quelques minutes, pour redonner en tout cas espoir, et de dire que c'est pas parce qu'on a un enfant dyspraxie visuospatiale que tout est perdu. Même si on a eu des gros moments de doute, croyez-moi. Clément, très vite, avec Clément, je me suis rendu compte en moyenne section qu'il n'avançait pas comme les autres élèves. Donc avec son père, ça a été très clair, je lui ai dit tout de suite. On fait des bilans, on fait des tests, je veux savoir, parce que moi, défaut professionnel, pour moi, c'était automatiquement un DI. Voilà, c'était clair, voilà. Et quand on a fait, enfin voilà, il fallait faire ces bilans-là, parce que je lui dis, on va arrêter de prendre un marteau et un burin et de lui enfoncer un maximum de choses dans le crâne, s'il ne peut pas. S'il a un QI de 60, eh ben, on enfoncera tout ce qu'on peut jusqu'à un QI de 60 et on s'arrêtera là. On ne va pas devenir non plus, nous, un petit peu
fou par rapport à cette situation-là. Et puis finalement, il n'y avait pas de DI, mais par contre, tout de suite, on nous a dit « Ah, mais il y a un problème de motricité ». Donc on a commencé à entendre parler de motricité. Alors moi, je vous parle de ça, il a 24 ans. Donc ça veut dire que ça fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'était pas aidés comme on est aidés aujourd'hui. Nous avons été suivis à Reims. Donc dès le CE1, enfin dès le CP, par contre, nous avons su qu'il était dyspraxie visuospatiale. Et comme monsieur a dit tout à l'heure, quand on est sorti de Reims, j'étais contente, même en tant que prof. Je savais ce qu'avait mon fils. Ça allait être miraculeux à partir de ce moment-là. C'était formidable, il était dyspraxie visuospatiale. Un grand mot en plus, je n'avais pas encore entendu, surtout le visuospatial, je dis tout de suite, il y a 20 ans. Et puis on est sorti de là, on nous a dit, ben voilà, dossier MDPH, et on s'est battu en tant que prof. Parce que, à l'époque c'était Madame Elie, pour moi, Madame Elie m'a soutenue pour qu'on se batte contre, j'oserais dire, l'éducation nationale, qui était en plus mon inspecteur de circonscription. Vous imaginez le truc. J'étais pas bien, moi. Et parce qu'il ne voulait pas mettre en place ce qui était à mettre en place. L'ordinateur, mettre en place une AVS. Voilà. Et tout ça, c'était les débuts. Donc on avait du mal à mettre ça en place. Aujourd'hui, Clément donc, a une scolarité, on va dire, alors là j'avoue que nous on était bien tombés, on avait une super AVS jusqu'en 3e. En 3e, il a voulu faire comme les copains, il a fait une seconde générale. Je ne l'ai pas empêché. Je lui ai prévenu, je lui ai dit, tu sais, ça va être dur. Je suis grand, je suis un homme très fort, donc je n'ai plus besoin d'AVS. Très bien mon fils, on a arrêté l'AVS. Je vous raconte pas, hein. Chute libre avec Yves Montand, comme dirait l'autre. Donc il s'est bien cassé la figure. Par contre, à partir de ce moment-là, moi j'ai repris mon rôle de maman, on l'a laissé exprès s'écrouler. Il fallait à un moment donné qu'ils comprennent. Et c'est valable pour tous les enfants. Il faut à un moment donné les laisser s'écrouler pour qu'ils comprennent qu'ils ont quelque part encore besoin de nous pour les faire avancer. Donc on a repris les choses en main. Il a fait finalement, après quelques péripéties, il a tenté, on va dire, une première agricole qu'il a pris, je pense, par désespoir. Une fois de plus, ça n'a pas fonctionné, puisque de toute façon, c'était pas du tout ce qu'il voulait faire. Et puis un jour est venu, j'ai envie de faire du commerce, j'ai envie de faire ça, et là, ok, tu veux faire ça, on prend les choses en main. Il a fait un bac pro professionnel en alternance, qu'il a brillamment réussi, mais en tant que parent, bien, on était là, on a appris les leçons ensemble, parce que pareil, être assis en face de son gamin pour apprendre les leçons avec un élève 10, on passe énormément d'heures, et si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut tout le temps les cadrer, c'est primordial. Si vous déviez de ça, vous êtes foutus. Faut tout de suite, il faut les remettre dans un cadre. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et puis, à la suite de ça, il est parti sur un BTS. Et puis, il a tellement bien réussi qu'il a été embauché. Donc aujourd'hui, il est commercial, il est directeur d'agence, il a un parcours formidable, mais simplement, il est né dyspraxie visuospatiale, il mourra dyspraxie visuospatiale, et maintenant, il affronte des difficultés d'adulte par rapport à sa dyspraxie. Je ne vous cache pas, il vit seul, il est sur Amiens maintenant, le boulot faisant que. Par contre, il a accepté de partir. À un moment donné, il a compris que s'il voulait du travail et que s'il voulait avancer, il fallait aussi quitter notre tirage. La première fois au-dessus de l'île, il a été muté sur Amiens au mois de mai. Au mois de mai, on lui a appris qu'il prenait la direction de l'agence au mois d'août. Et oui, on a un beau logement. Il faut s'en occuper du logement. Quand on est dyspraxie visuospatiale, pour ranger les choses, quand il n'y a plus personne qui range à votre place, voilà, il y a quelqu'un qui l'a dit. On est bien embêté. Alors vous prenez votre rôle de maman, et puis vous y allez de temps en temps, faire un grand coup de récurage, et puis après, vous mettez des points sur des i parce qu'ils deviennent adultes. Et même si au niveau du travail, ça fonctionne merveilleusement bien, on va dire sa vie d'adulte, de jeune adulte, elle reste quand même un peu compliquée, notamment le linge sale, ça va peut-être faire sourire plein de mamans, mais voilà. Alors il a essayé, hein, à un moment donné, il m'a dit « je veux plus pareil comme la seconde, je veux faire, je vais essayer, fais ». Sauf que quand vous avez mis le linge dans la machine,
Quand vous êtes 10, vous savez ce qui se passe, vous faites, puis vous oubliez. Puis quand vous n'avez plus de caleçon dans votre tiroir, vous dites « Oh, mais j'en ai lavé en fait !» Puis là, vous allez ouvrir la machine, je ne vous raconte pas. Voilà. Donc après, ben voilà. Après, on a mis des choses en place avec lui, et puis on a dit voilà, ça tu fais, ton travail tu fais, je m'en occupe pas, tu gères bien. Eh bien écoute, le linge sale, pour l'instant, je veux bien encore m'en occuper. Mais une condition, tu l'amènes. Je ne vais pas, parce qu'au début, j'allais à Amiens chercher et je revenais. À un moment donné, je lui ai dit stop ça. Voilà. Et on avance comme ça, doucement, étape par étape. Voilà. Après, pour terminer sur aussi une chose positive, le permis de conduire. Il ne voulait pas passer son permis de conduire. C'était quelque chose d'impossible pour lui. Donc après, en tant que maman, ben, parce qu'on aime bien, on aime bien gérer aussi. On a tellement appris à gérer pour eux qu'on gère encore tout. Et que là, ça veut dire qu'on gère autre chose. On gère les soirées, on gère, je veux manger là, je veux aller chez la soirée du copain là-bas, tu viens me chercher à 3h du matin, tu viens me chercher à 5h. Donc je l'ai toujours fait parce que je ne voulais pas qu'il revienne avec quelqu'un d'autre, c'était clair. Donc on allait le chercher. Et puis à 20 ans, je lui ai dit stop. Je lui ai dit stop. On va pouvoir le faire, tu vas passer ton permis de conduire. Je ne veux pas, si je me tue, ça sera de ta faute. Ça, je l'ai entendu aussi. Donc à un moment donné, il faut aller au-delà de ça. Et puis ben voilà, je suis partie en quête, et en effet, c'est une grande quête. Et j'étais contente d'entendre pour le permis de conduire, parce que je suis partie en quête d'une auto-école qui voulait bien me le prendre. Eh bien, moi j'habite à Aurigny-Sainte-Benoîte, je suis allée au Nouvillon, en tirage. Il n'y a que cette dame qui a accepté de me le prendre. Mais par contre, on a passé le permis, bon voilà, j'ai la chance d'avoir des grandes vacances, on a passé, je dis on parce que on a passé ce permis pendant les grandes vacances, c'est-à-dire qu'on l'a inscrit, ce que je vous dis c'est véridique. Une semaine et demie après, il avait son code. Simplement, je me suis assise à côté de lui et on a appris ensemble. Et on l'a fait sur l'ordinateur. Et tous les jours, je l'emmenais au Nouvillon pour qu'il aille faire son code avec cette dame. Et après, je reprenais. Très bien, révision code, je suis au point. Au bout d'un certain moment, ça fait du bien de réviser, croyez-moi. Donc là, je suis au point au niveau du code. Et puis après, eh bien, on a passé le permis. Eh bien, le permis, c'est pareil. Par contre, on n'a pas lâché. Et on a fait ça, une fois de plus, sur une semaine et demie. C'est-à-dire qu'il a fait, en continu, il a fait 20 heures de conduite, 25 heures de conduite en continu. Parce qu'ils ont besoin de ça aussi, les élèves disent, de faire tout le temps pour que ça rentre. Et puis, eh ben, il ne peut pas conduire une voiture classique, on s'en fiche. Il a passé le permis boîte auto. Bon, au moins, je suis sûre qu'il prendra ma voiture. On lui a acheté une voiture auto, donc voilà. Mais il n'empêche qu'il a son permis, et heureusement aujourd'hui, parce que s'il est commercial, heureusement qu'il a ce permis, sinon il n'aurait jamais avancé comme ça. Alors après, oui, il leur faut quelquefois du temps au temps. Voilà, il ne passe pas son permis à 18 ans, ben c'est pas grave. On voulait qu'il fasse conduite accompagnée. Oh, c'était même pas possible dans sa tête. C'était impossible. Sa sœur, à 15 ans et demi, elle voulait déjà conduire, lui, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc voilà. Et après, la dernière information que je vais donner pour aussi, c'est important, l'imprimante. L'imprimante, c'est quelque chose qui nous coûte cher. Imprimer pour nos enfants 10, c'est une ruine en encre. Et ça, c'est clair. Et nous, depuis l'année dernière, on a investi dans une... Alors, j'ai pas d'action chez eux, hein, croyez-moi. Mais on a investi dans une imprimante qui s'appelle une EcoTank de chez Epson. C'est absolument magique. C'est-à-dire que ça peut vous faire jusqu'à... Suivant le numéro que vous prenez, puisqu'il y a différentes références, ça peut aller jusqu'à 15 000 copies avec les mêmes encres. Alors, et l'encre, c'est 14 € l'encre noire et c'est 9 € les encres couleur. Nous l'utilisons pour le dispositif Ulysse pour nos 2 classes. Nous remplissons, parce que c'est des encres que vous remplissez, en fin de compte, ce n'est pas des cartouches, vous remplissez. On la remplit une fois par an. Imaginez-vous. Donc moi, j'ai investi à la maison du bonheur. Financièrement, du bonheur. Et ça, c'est une information à donner aux parents, parce que l'imprimante, elle est un petit peu chère, au démarrage, enfin un petit peu chère. Elle est plus chère qu'une imprimante classique qu'on peut trouver à 50 €, puisque les premières EcoTank, elles doivent faire dans les 180 €. Et quand vous calculez l'encre que vous allez dépenser en achetant 2 fois de l'encre, vous avez remboursé votre imprimante. Donc ça, c'est vraiment une information importante à donner. En tout cas, par rapport à cette intervention, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on est parent
d'enfants dyspraxiques que nos enfants ne vont pas avancer. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont avancer comme les autres, mais qui vont avancer un peu plus lentement que les autres. Et surtout, surtout, donnez-leur confiance en eux. Si vous ne leur donnez pas confiance en eux, on les perd. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Comment ça se passe pour les enfants qui passent le permis pour les enfants dyscalculiques? Alors, nous, Clément, il est donc alors, nous, Clément, il n'était pas dyscalculié, c'est dyspraxie visuospatiale, donc dysorthographie. Bon, la dyscalculie, ça n'a pas posé de problème. Par contre, ils sont dans. Enfin, tout est adapté finalement. Donc, après, je sais que donc, ce monsieur a donné des. Enfin, le monsieur tout à l'heure, je pense qu'ils ont seulement mis d'autres méthodes en place que celle de Clément. Clément, il n'a pas eu, si vous voulez, de méthode spécifique. Il a eu juste. On est juste tombé sur une dame qui a accepté de prendre du temps. Voilà, c'est ça. Une fois de plus. On a trouvé une personne qui a accepté de prendre, tu t'assois à côté de moi et tu écoutes. Voilà, tu écoutes ce que je te dis. Ça, c'est important aussi. C'est de les reconcentrer tout le temps. Sinon, ils s'en vont dans tous les sens. Et hey, tu me regardes, je te parle, tu me regardes moi. Et souvent, à mes élèves, je dis, hey, regarde, j'ai des beaux yeux, ça les fait rire. Mais voilà. Mais il n'empêche que, en leur disant ça, c'est, tu m'écoutes, il faut que tu écoutes. Si vous les voyez partir, vous pouvez parler pendant des heures, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Voilà. Après, il faut voir avec les méthodes qu'ils font actuellement avec ce monsieur de l'auto-école. Il faudra aller le voir, quoi. Ils ont certainement mis en place des stratégies. Il est en bas. Ouais, ouais. Allez-y. J'ai une question, Madame Pelicot. Pourquoi est-ce que tous les enseignants ne sont pas comme vous? Pourquoi? Parce que quelquefois, on est aussi... J'espère qu'il n'y a pas de chef d'établissement. Quelquefois, vous voyez ce qu'on a vécu cette année, pourquoi on nous a retiré notre rôle de faire les emplois du temps et de travailler pour les années, on a travaillé contre les enfants. On est arrivé, on nous a donné les emplois du temps aux enfants, aux AVS, mais même aux AVS, à nous. Mais ce qui fait que moi, ça m'a complètement perturbée, parce que d'habitude, quand je fais les emplois du temps, je sais où sont mes AVS, on sait le suivi, on connaît le lien, et puis on met en place des choses avec les collègues. Et ça, c'est vrai que c'est aussi, ça dépend aussi de notre chef d'établissement mettre en place. Ce qui nous autorise, pas vous, mais enfin, ce qui nous autorise à faire. Jusqu'à présent, c'est vrai que, et pourtant je suis partie de loin, parce que quand on a ouvert en 2008, je précise bien, personne, mais quand je dis personne, personne ne voulait du dispositif Ulysse dans l'établissement. Je vous promets, j'ai été nommée à ce poste, ce qu'on appelle au 3e mouvement, c'est-à-dire que au mois de juillet, l'ouverture du poste se faisait au mois de septembre, et au mois de juillet, il n'y avait toujours personne de nommé sur ce poste-là. Moi, je sortais de 15 ans de brigade, où je faisais beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup justement de ce qu'on appelle des ASH, enfin, je faisais beaucoup de remplacements de ce côté-là. J'ai eu Madame Elie, elle m'a dit, faites-le, essayez, je suis sûre que ça va réussir. Je suis rentrée au mois de septembre dans l'établissement scolaire, première réunion, je vous promets, hein, j'ai traversé la cour, je me suis dit, oh, texto, dans quel merdier tu t'es foutu? Je vous promets, c'est vraiment ça ma première réaction. En plus, l'AVS avec qui je travaille depuis 13 ans maintenant, et Dieu sait maintenant qu'on est copines, je vous promets, pourtant Dieu sait que je sais parler, Madame Leport, elle saura le dire, pendant 3 semaines, on ne s'est pas adressé la parole. On ne savait pas quoi se dire. On ne savait pas. On avait un dispositif Ulysse ouvert, on nous a dit, vous avez des gamins en situation de handicap, vous vous débrouillez avec, je ne veux pas en entendre parler. L'inclusion. Vous savez, je suis partie de sous terre pour les inclure. Hein. Et après, c'est vrai qu'il y a 4 ans, vous voyez, il y a 4 ans, on est ouvert depuis 2008, donc ça fait une paire d'années. Hein. Je sais que j'avais quand même énormément progressé, des collègues, et surtout des jeunes collègues qui arrivaient dans l'établissement. En général, je les attrapais, hop, tout de suite. J'ai payé beaucoup de café, beaucoup de pain au chocolat, beaucoup de croissants, mais n'empêche que ça fonctionne. Ça fonctionne, ça. Vous avez les gens comme ça. Ça fait sourire tout le monde, quelquefois on en rediscute après entre nous, mais il n'empêche que si vous apportez du positif, on vous rend le positif. Si vous amenez du négatif, les gens vous claquent la porte au nez. Et puis il y a 4 ans, non, il y a plus de 4 ans, parce que ça fait 4 ans que M. Brun est là, il y a donc 8 ans, on a eu la chance d'avoir Madame,
Ah, je parle de son mot, excusez-moi. J'ai honte. Oh bah c'est pas vrai. Je vous regarde, bah oui. Elle est partie au moment où Emmanuel est arrivé. Elle est intervenue la première fois à la journée des disques. Ah mince. Madame. Mais c'est pas possible, je le dirais 20 fois, je ne vais pas le dire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on est tombé sur un autre chef d'établissement et qui, elle, avait un esprit très ouvert et qui était vraiment. Elle avait envie que les choses avancent. Pour vous dire, grâce à elle, j'ai eu, après 10 ans d'ouverture, j'ai enfin eu ma salle de repos. Alors, ce qu'on appelle la salle de repos, c'est pour les élèves en situation de handicap, ou 10. On a une petite salle avec des fauteuils, des livres, quelque chose de très cocooning. Et quand ils ont besoin de souffler, parce que c'est des gamins aussi qui peuvent monter en pression. Et quand ça monte, tiens, viens faire un tour à côté. C'est pour ça que c'est entre nos deux classes avec mon collègue. Et on arrive à les poser et, allez, on se calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors ça peut être du scolaire, mais ça peut être aussi parce qu'ils se sont disputés avec un copain dans la cour. Et grâce à cette dame, en fin de compte, on a pu même avoir ça. Et c'était son projet. Avant de partir, elle voulait que j'ai ma salle. Et avant, quand, pareil, véridique, je suis arrivée au collège en 2008, j'arrive dans la classe, donc avec tous mes élèves, pas de craie au tableau. Je vais à la gestion, on m'a donné 2 craies. 2 craies. Je l'ai regardé, j'ai halluciné, je lui ai dit, peut-être avec des craies de couleur aussi, ça serait peut-être sympa, quoi. J'avais 2 craies blanches. Tout ça parce qu'on a un budget. Et que le budget n'était pas encore tombé dans l'établissement. Il était hors de question de dépenser 2 craies pour les enfants handicapés, vous imaginez? Donc on est parti de très très loin à Guise. Par contre, on est arrivé à quelque chose de quand même, je trouve, pas mal. Pas mal, mais il a fallu quand même beaucoup d'années. Tout à l'heure, Madame derrière, elle disait, on entendait parler aussi de la chorale de Guise. Alors ça c'est pareil, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé avec les élèves, c'est-à-dire de presque les obliger à aller à la chorale. Alors moi aussi j'y allais à la chorale, hein, tous les midis, 2 fois par semaine. J'emmenais mon AVS avec moi. Et pourquoi on y allait? Parce que derrière la chorale, oui, il y a l'apprentissage des leçons, mais il n'empêche que on apprend à respirer, on apprend à souffler, on apprend à se tenir, on apprend à respecter les autres, c'est-à-dire si le groupe, si un groupe chante, l'autre groupe ne chante pas, on écoute. Mais tout ça, vous y regagnez après. Après en cours, vous récupérez des élèves qui savent dire « Ah, ils parlent ». Puis quelquefois, vous savez, j'ai des gestes, moi. Ok. Faut qu'on baisse d'un ton, là, parce que ça monte trop loin. Et cette année, il n'y a que mon AVS qui a le droit d'aller à la chorale. J'ai même plus le droit d'y aller. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà. Et c'est ça, et on se bat tout le temps, contre, on va dire, les gens au-dessus, la hiérarchie. Pourquoi la MDPH, elle ne peut pas passer plus de temps? Moi, j'ai assisté, et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi j'ai été outrée. J'ai été conviée, donc du temps de Madame Fitos. Ah, excusez-moi. Du temps de Madame Fitos, elle nous a conviés à aller justement à une réunion à la MDPH au moment où on étudie les dossiers des élèves. J'ai halluciné. On passe un temps fou avec les parents, parce que moi je le fais ça aussi avec les parents. C'est-à-dire que je ne laisse pas tomber mes parents. Quand mes parents sont qu'on est en ESS, mes parents partent avec le dossier de la MDPH quand il faut refaire les droits, ils partent avec le dossier médical, et quand les parents, j'ai un doute, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ça va être trop dur pour eux pour le faire, j'ai pris un rendez-vous avec l'assistante sociale de l'établissement, parce que maintenant, par contre, depuis 2 ans, on a une assistante sociale comme ça au collège, et on travaille ensemble, et c'est ça aussi, le travail de groupe, on travaille ensemble, pour ne pas se fatiguer non plus, et du coup, on met, elle convoque les parents, elle prend un rendez-vous avec les parents, et elle remplit le dossier avec eux. On passe des heures avec cette personne, avec ces parents-là, et le dossier, c'est, ah ouais, bon ok, lui il y a droit, lui il n'y a pas droit, pourquoi vous ne savez pas? Et 4 minutes, vous êtes gentil. Il y a des fois, c'est moins de 4 minutes. Moi, je suis intervenue sur un dossier. Je dis, mais l'enseignant avait été très clair. Elle avait expliqué. L'enfant avait besoin d'aide. Mais je dis, mais vous vous rendez compte qu'il a besoin d'aide? Bon, du coup, j'étais convoquée qu'une fois. Hein. J'ai plus jamais eu la chance d'y retourner. Ils ont dû dire, ça allait être emmerdante. Mais voilà, après c'est un long combat. Hein. C'est un long combat, ça c'est clair. On n'a pas...
Même si après la réunion, j'oserais dire, vous partez, j'ai pas apporté de solution miracle, j'en ai pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est voilà, il faut se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, le dernier conseil, parce que là, ça va faire long après dans l'intervention, j'allais dire ce que je pourrais donner moi aussi aux parents, c'est ne soyez pas seuls. Parce qu'un enfant 10, c'est un enfant qui est usant. Usant par rapport à tout ce qu'on doit mettre en place. Notamment, par exemple, tout ce qui est... par rapport au corps, j'étais en train de chercher le mot, excusez-moi. Pardon ? Non. Quand la rééducation motrice, voilà, c'est ça, la rééducation motrice. Quand ils sont petits, nous, quand Clément il a été petit, c'est la première chose qu'on a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'équithérapie. Ça veut dire que c'est de la piscine. Ça veut dire l'emmener à la gym. Et tout ça, ça se cumule parce que si vous voulez que votre enfant évolue, il faut absolument l'emmener. Et donc, ça veut dire que bien souvent, on n'a pas qu'un enfant. Hein, soit on en a 2 ou on en a 3. Donc, ça veut dire qu'il faut s'occuper des autres enfants aussi. Et quand vous rentrez à la maison, vous avez fait vos heures de travail. Et puis, vous asseyez, et puis vous dites, bon, allez, qu'est-ce que tu as à faire? Et on travaille. Et j'allais vous dire, quand on a la chance d'avoir des grands-parents, ou je sais pas, une marraine, n'importe quoi, enfin, qui peut nous entourer, il faut aussi essayer de les impliquer, si c'est possible. Par exemple, je donne un exemple comme ça, parce que dans une famille, on avait arrivé à mettre ça au point. Par exemple, papy, tous les mardis, c'était son rôle, et on ne dérogeait pas, il conduisait son petit-fils à la piscine. Et du coup, comme ça, maman, elle pouvait souffler ou elle pouvait s'occuper des autres enfants. Mais par contre, chacun avait un rôle. La mamie, elle s'occupait le jeudi des devoirs. Du coup, maman, elle ne s'occupait jamais des devoirs du jeudi. Et par contre, mamie, elle s'y était tenue. Tous les jeudis, elle venait à la maison, elle s'asseyait et je fais les devoirs avec toi. Voilà, ça c'est important aussi. Quand on peut se faire aider pour essayer, ça paraît bête, hein, de une fois par semaine, de se dire quelqu'un prend mon rôle, prend ma place. Voilà. Et puis ça permet aussi à votre entourage de comprendre ce que c'est qu'un enfant 10. Parce que votre enfant 10, il est comme moi, comme vous. Il a une tête, il a 2 bras, il a 2 jambes. Et c'est pas marqué en 10. Hein. Le handicap, il ne se voit pas. Et comme il ne se voit pas, il ne se comprend pas. Et c'est ça qui est important. Et il faut que les gens arrivent à comprendre. Ben oui, mais laisse-lui le temps. Je voudrais juste finir par un truc, une anecdote de Clément. Et celle-ci, elle m'est restée, j'oserais dire, à vie. On est sur une leçon, je pense que c'est une leçon de maths. Et j'étais en train de lui expliquer quelque chose. Et en fin de compte, donc je lui explique d'une façon, la façon A, ça passe pas. Il voyait bien que ça passait pas. Je lui explique une deuxième façon, ça passait toujours pas. Troisième façon, la mère désespérée, je ne savais plus comment m'y prendre pour essayer de lui faire comprendre. Et d'un seul coup, il me dit, mais arrête! Je suis en train de traverser mon fleuve. Ça voulait dire quoi? Et ça, c'est ce qu'à Reims, ils m'ont appris. C'est-à-dire que quand à Reims, on a fait les bilans, il m'a dit, un enfant dyspraxique, il me dit, il n'a pas de ligne droite. C'est-à-dire que vous allez d'un point A à un point B, vous tracez une droite et vous allez, c'est normal, on est constitué comme ça. Un enfant 10 part du point A et il contourne toute la montagne ou tout le fleuve pour aller au point B. Donc vous imaginez la fatigue aussi qu'il a pour faire tout ce chemin pour aller au point B. Et bien en fin de compte, Clément ce jour-là, ça m'a scotché mais ça m'a marqué. Il m'a dit, mais attends, tu vas trop vite là pour moi. Laisse-moi traduire ce que tu es en train de me dire pour que je puisse faire mon chemin et aller au point B. Et ça, c'était important de comprendre ça aussi, qu'ils ont besoin de faire un grand tour. Et c'est pour ça que ce sont des enfants qui sont épuisés. Ce sont des enfants hyper fatigables. Et ça, les gens ont du, mais même les enseignants ont du mal à le comprendre. 8 heures de cours ou 6 heures de cours, vous vous imaginez pour ces enfants-là? Mais ils sont rincés le soir. Ils sont rincés. Il faut arriver à comprendre aussi que quelquefois, faire des devoirs le soir, ça devient difficile. Malheureusement, on en a besoin, il faut en faire. Mais il faut arriver à justement structurer la semaine et à autoriser des pauses. Important aussi. Voilà. Bien, bravo Madame Panico, super, je pense que c'est un témoignage poignant. Merci. Bravo, félicitations. J'ai un enfant dyspraxique et je vois le parcours qui me reste encore à faire avec mon épouse. Ça va être formidable. Alors j'ai un petit mot à
à dire avant que la pause déjeuner s'annonce. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, la volonté humaine. Ça, c'est ce qui nous démarque de ceux qui ont envie et ceux qui n'ont pas envie de faire. Vous voyez, aujourd'hui, on a invité l'éducation nationale, elle n'a pas voulu venir. Voilà, elle a préféré aller à Saint-Quentin. Voilà. Seulement, j'ai envoyé quelqu'un lui poser une question. Une dame qui n'a pas d'AVS, j'en reviens, qui a une notification depuis le mois de juin, et qui n'a toujours pas d'AVS, et Madame Cara nous a répondu par écrit, c'est une notification trop récente, nous ne pouvons pas. Ne soyez pas trop dur avec nous. Oh, vous savez ce qu'elle a dit, Madame Cara? Ça ira mieux l'année prochaine. Moi, je vous dis Voilà. quelque chose sur Madame Cara. Oui, Madame. Moi, je suis enseignante en prison. Pardon? Prison. En prison, oui, d'accord. Ça fait la 4e année, je viens du second degré, donc voilà, pour moi, c'était Oui, oui. complètement différent, etc. Et elle m'a poussé à passer la certification de Mhm. PI, donc pour voilà, me spécialiser. Donc ça va dans le bon sens, quoi. Ah, mais il y a des choses qui peuvent aller dans le bon sens, mais pour les enfants, il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et ce n'est pas une réplique de dire ça ira mieux l'année prochaine. On n'attend pas ça. Allez dire ça, madame, à une famille, ça ira mieux l'année prochaine. Bah écoutez, je pense que c'est pas une bonne réplique. Hein. Surtout venant de l'éducation nationale, je pense que c'est pas possible. Après, le discours est ouvert, hein, aucun problème. Enfin voilà, donc ça ira mieux l'année prochaine. En attendant, Madame Palicot, je vous remercie énormément. Voilà. Et encore une fois, j'espère que beaucoup de corps enseignants deviendront comme vous. Voilà. La formation deviendra obligatoire pour qu'on puisse mieux informer, mieux sensibiliser le corps enseignant. Parce qu'ils sont en première ligne. Voilà. Après, les autres collèges, ils ont quelquefois pas les moyens aussi. Exactement. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais quand vous avez une classe de 30 élèves, quelquefois c'est quand même difficile de tout adapter. Et vous me dites 30, cette semaine j'ai eu une maman, alors elle n'a pas d'AVS, sa fille ne peut pas suivre une scolarité, donc il n'y a pas d'inclusion scolaire. Hein, on est plutôt dans l'exclusion parce que dans l'école, dans sa classe, accrochez-vous bien, ils sont 38. 38. Et depuis la rentrée scolaire, étant donné que la petite elle n'a pas d'AVS, elle a 4 ans, et ben l'école n'en veut pas. Où est l'inclusion? Où est l'inclusion? Donc c'est bien évidemment au plus haut, parce que même chose, hein, encore une fois, j'envoie les dossiers très courtoisement, hein, vous savez, très courtoisement, mais à chaque fois ce sont des réponses négatives. Et ça on ne peut pas. On ne peut pas. On parle d'inclusion, l'école est obligatoire de l'âge depuis 3 ans, hein, maintenant. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, quand je vous le disais, face à ce genre de situation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire remonter les informations. Tous unis pour les 1002@gmail.com. Voilà, je ne peux pas mieux dire. Parce qu'il n'y a que comme ça que les informations au niveau, au pied niveau. Et je peux vous assurer qu'ils l'attendent. Là. Vous verrez, tout à l'heure, il y a les débuts. Il y a Aude Bonneau, il y a Marc Delatte, ils viendront. Jean-Louis Bricou m'a dit qu'il passerait également. On parlait justement de l'après, parce qu'on parle beaucoup de la scolarité, mais il y a le passage du permis de conduire. Alors j'ai une nouvelle à vous dire. Une jeune demoiselle qui était avec Franck Arnaud, 4 fautes. On va poster une petite photo sur notre page Facebook. Bravo Lola, formidable. Voilà, comme quoi, vous voyez, le permis inclusif, ça marche. Ça marche. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc il y a beaucoup de possibilités. Alors quand je parlais également, bien évidemment, de l'avenir de nos jeunes, vous savez qu'un enfant 10, lorsqu'il va passer, qu'il a son permis de conduire, qu'il veut se lancer dans la vie active, normalement, il est appelé la journée d'appel. Sous les drapeaux. Nous, on appelait ça les 3 jours à l'époque. Maintenant, il passe une demi-journée ou une journée. Vous savez qu'un enfant 10, quand vous arrivez avec un dossier, vous êtes classé, entre guillemets, handicapé, bien souvent, alors il y a les 10 dans l'armée, ou dans la police, ou dans la gendarmerie, ou les pompiers,
dans la fonction publique. Mais sachez que souvent, ça arrive, ils sont recalés, réformés. Et ça les poursuit toute leur vie. Et un jour, s'ils veulent intégrer, ne serait-ce même que réservistes, hein, ils ont le droit, c'est leur droit, ils ne peuvent pas. J'en ai parlé au Haute-Bono, on en parlera tout à l'heure. Haute-Bono qui est proche du président et qui est, comment dirais-je, aussi s'occupe du financement de l'armée, hein, du ministère des Armées. Elle trouve ça un projet aussi qui va monter, qui va évoluer. Voilà, tout ça pour nos lycées. Mais parce qu'elle-même ne savait même pas du tout que ça. Et je pense qu'on a aussi des enfants qui ont envie de rentrer dans la police, dans l'armée, dans gardien de prison, ou bien les pompiers. Voilà. Et bien juste pour, malheureusement, cette étiquette, c'est vraiment dommage. Non seulement soit faire carrière, soit même devenir réserviste ou même bénévole. C'est triste. C'est triste. Donc il y a tout un programme que nous allons lancer, nous sommes en pleine concertation. Voilà, et il y a plein de choses qui vont être dessus, et justement, encore une fois, monsieur le préfet, je le remercie, nous a choisi pour représenter nos jeunes, et puis, parce qu'on parle des enfants, mais il y a les jeunes adultes, et puis après il y aura les adultes. Voilà. Sébastien, Oui. moi j'avais un truc à dire par rapport au dispositif pédestre pour les emplois du temps. Alors ça, il faut voir avec madame Panico, parce que, tu sais... Non, mais parce qu'on a c'est parce qu'après qu'on a trouvé une idée, Oui. c'est plus de mettre les emplois du temps en couleur. Des couleurs, des cahiers par rapport aux matières. Ah, mais ça c'est fait. Tu vois, ça existe déjà. Nous on fait Voilà. déjà depuis par matière, nous faisons par matière, chaque matière correspond à une couleur, enfin une couleur correspond à chaque matière. Parce que nous on l'a fait pour nous au lycée. J'ai fait voir ma poste, je suis en milice aussi. J'ai fait mon collège, j'ai fait voir ma produit de cette année. On m'a parlé, on m'a dit c'est une bonne idée. Parce que moi-même je ne savais pas. Ah oui, ça c'est vrai que ça nous on le fait depuis tout le temps, on a toujours fait ça. Voilà. De toute façon, la couleur c'est primordial chez les enfants là. Et on a nos couleurs de cahier, mais au moins aussi où on en est. Oui. On sait quel cahier et quelle matière. Oui. Parce que sinon on est perdu. Déjà qu'elle, en début d'année, elle n'avait pas sur les emplois du temps là, elle était perdue. Donc c'est les aménagements à mettre en place. C'est des informations qu'il faut remonter à votre... exactement. La volonté. On a fait les matières par couleur pour ce cahier. Oui. Elle a fait voir ça à sa cours principale. Sa principale a fait je voudrais faire voir ça au directeur. Pour tous les élèves. Alors vous verrez, il y a Cantu Scribe qui est en bas et qui nous filme ici en Facebook Live, voilà, toute la journée. Qui est justement adapté pour tous les types 10. Voilà. Minache vous le présentera tout à l'heure, qui est la cofondatrice de... Justement, on parlait de couleurs, d'organigramme et tout ça. C'est vraiment un cartable numérique à gérer qui réunit en fait tous les logiciels. Un peu comment... Donc, encore, il va être l'heure pour ceux qui posent